Si vous observez une carte mondiale de suivi aérien, vous remarquerez un phénomène singulier. Sur l'Atlantique Nord, l'écran scintille sous la densité de milliers d'appareils reliant l'Europe à l'Amérique du Nord. En revanche, dès que votre regard glisse vers l'Atlantique Sud, presque plus rien n'apparaît. Seulement quelques avions isolés qui semblent perdus dans l'immensité. Pourquoi alors une moitié de l'océan se révèle-t-elle aussi animée qu'un centre commercial lors d'un Black Friday, quand l'autre demeure aussi vide qu'un parking délaissé? L'explication ne tient pas uniquement à la géographie ou aux distances. Elle mêle histoire, économie, culture, et jusqu'à la manière dont nos représentations même de la connexion se sont élaborées. Pour commencer, l'évolution des réseaux aériens n'a rien eu d'un mouvement spontané. Les infrastructures africaines n'ont jamais été conçues pour rapprocher les populations du continent de celles d'Amérique du Sud. Elles furent aménagées comme les rayons d'une roue dirigée vers l'Europe. Ports, voies ferrées, aéroports, tout servait à acheminer marchandises, main-d'œuvre et richesses vers le nord, plutôt que de favoriser des liaisons transatlantiques méridionales. Ainsi, même après les conquêtes d'indépendance, la plupart des voies aériennes africaines aboutissaient à Paris, Londres, Lisbonne ou Bruxelles, et non à Rio de Janeiro ou Buenos Aires. L'Amérique du Sud a suivi une trajectoire semblable, renforçant ses liens avec l'Europe et les États-Unis davantage qu'avec l'Afrique. Dès lors, l'Atlantique Sud n'a jamais eu l'occasion de devenir un véritable corridor aérien. Ensuite, les compagnies aériennes, qu'on le veuille ou non, sont appâtées par l'argent comme les abeilles par le miel. Les avions ne desservent pas un espace par hasard, ils suivent la demande. L'Atlantique Nord se trouve entre deux ensembles économiques parmi les plus riches et les plus étroitement reliés au monde, l'Amérique du Nord et l'Europe. Un volume colossal de commerce, de finances, de technologie, de mobilité étudiante et migratoire traverse quotidiennement cette portion du globe. Ingénieurs voyageant entre la Silicon Valley et Londres, étudiants reliant Boston à Paris, touristes circulant dans les deux sens. Autant de mouvements qui justifient des centaines de vols quotidiens et des milliers chaque semaine. À l'inverse, l'Atlantique Sud relie deux régions dynamiques, mais dont les échanges mutuels demeurent moins intenses. L'Afrique expédie surtout ses matières premières vers l'Europe et l'Asie, tandis que l'Amérique du Sud commerce principalement avec l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine. Les deux continents n'ayant que peu de besoins réciproques au quotidien, la demande reste insuffisante pour soutenir un trafic aérien dense. Les dynamiques migratoires s'ajoutent au tableau. Lorsque les populations se déplacent, les compagnies aériennes suivent, car là où les familles s'étendent, les liaisons se multiplient. Dans l'Atlantique Nord, des siècles de migration ont tissé un réseau serré de parenté transocéanique. Des Irlandais installés à Boston, des Italiens à New York, des Allemands à Chicago, parmi bien d'autres communautés. En y ajoutant les expatriés d'affaires, les étudiants internationaux et divers professionnels, la demande de traversées régulières devient ininterrompue. L'Atlantique Sud, en revanche, ne partage pas cette histoire migratoire récente. Certes, la diaspora africaine du Brésil est immense, mais ses racines plongent loin dans le passé, ce qui limite les mouvements volontaires contemporains susceptibles d'alimenter un trafic constant. Aujourd'hui, médecins, ingénieurs et étudiants d'Afrique comme d'Amérique du Sud visent plutôt les États-Unis, le Canada ou l'Europe que le continent d'en face. En l'absence de ces visites familiales ou de retours d'étudiants liés aux migrations actuelles, la base de passagers fait défaut. Le tourisme constitue un autre élément défaillant. Les Américains franchissent volontiers l'Atlantique pour savourer un espresso à Rome ou parcourir les musées londoniens, tandis que les Européens partent vers l'ouest pour profiter de Disney World ou s'élancer sur la route 66. Toute une industrie, portée par des vols abordables et par des affinités culturelles, soutient ces échanges. En revanche, l'Afrique et l'Amérique du Sud ne disposent pas d'un cadre comparable. Un vacancier brésilien imagine rarement un séjour au Ghana. Tout comme un routard kényan ne songe guère à passer un week-end à São Paulo. Les barrières linguistiques, l'éloignement culturel et un marketing touristique moins structuré diminuent l'attrait de telles destinations. En outre, les coûts plus élevés et la rareté des liaisons découragent davantage. Sans un flux régulier de voyageurs de loisirs, les compagnies aériennes n'ont guère de raison de tracer de nouvelles routes au-dessus de l'Atlantique Sud. La géographie elle-même ajoute une ironie particulière. Sur le papier, l'Afrique et l'Amérique du Sud paraissent relativement proches. Entre le Brésil et l'Afrique de l'Ouest, la distance est même inférieure à certaines liaisons de l'Atlantique Nord. Toutefois, les villes capables de générer un trafic important ne se trouvent pas à ces extrémités. São Paulo ou Buenos Aires sont situées en profondeur dans le continent sud-américain, tandis que Johannesburg et Nairobi se trouvent à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres du littoral africain.
Ainsi, un vol direct São Paulo-Johannesburg ne franchit pas seulement l'océan, mais également une vaste étendue terrestre du côté africain. Cette augmentation de distance et de coût rend plus difficile le remplissage rentable des appareils. Comparées à des liaisons telles que New York-Londres ou Paris-Toronto, plus courtes et reliant des centres économiques majeurs, ces routes méridionales apparaissent naturellement moins attractives pour les voyageurs. Même la météo ajoute ses propres obstacles. L'Atlantique Nord bénéficie d'un avantage notable, le courant jet, ces flux d'air rapides qui propulsent les avions, raccourcissent les traversées et économisent une quantité importante de carburant. L'Atlantique Sud, lui, n'a pas cette configuration régulière. Les vols y durent plus longtemps et consomment davantage puisqu'ils ne profitent d'aucun tel coup de pouce naturel. S'ajoute à cela le nombre limité d'aéroports de remplacement disponibles en cas d'urgence. Bien que les appareils modernes puissent franchir l'océan sans difficulté, la sécurité reste primordiale. L'Atlantique Nord est ponctué d'îles telles que l'Islande, le Groenland, les Açores ou les Bermudes, qui servent toutes d'escales de secours. Ce sont les solutions de repli si un incident survient. À l'inverse, l'Atlantique Sud n'offre, hormis quelques îles isolées comme l'île de l'Ascension ou Sainte-Hélène, qu'une vaste étendue d'eau dépourvue d'alternatives en cas de problème. Cela complique l'équation et réduit l'attrait de ces itinéraires lorsque l'on considère les coûts et les risques potentiels. L'infrastructure joue également un rôle essentiel. L'Europe et l'Amérique du Nord abritent certains des aéroports les plus fréquentés et les mieux connectés qui soient, modernisés en permanence pour absorber des volumes considérables de passagers et de marchandises. À l'inverse, de nombreux aéroports d'Afrique et d'Amérique du Sud progressent, mais ne disposent pas encore d'une connectivité équivalente ni d'une capacité comparable. Les liaisons aériennes reposent largement sur la solidité de grands hubs. Lorsque ceux-ci ne sont pas assez robustes, les routes en pâtissent. Les alliances entrent aussi en jeu. Les réseaux aériens ne sont pas déterminés uniquement par la demande, mais aussi par les accords. Qui peut voler où et avec quels partenaires? Les accords de ciel ouvert et les grandes alliances comme One World, Star Alliance et SkyTeam dominent l'Atlantique Nord en harmonisant horaires, itinéraires et billetterie pour fluidifier les trajets. L'Afrique et l'Amérique du Sud ne bénéficient pas encore d'une coordination comparable. Enfin, il s'agit autant de perception que d'économie. Voyager ne signifie pas seulement relier deux points, mais aussi se diriger vers un espace auquel l'on se sent lié. L'Atlantique Nord tire avantage de siècles d'échanges culturels. Musique, cinéma, histoire partagée, relations d'affaires et attaches familiales. L'Atlantique Sud, en revanche, demeure encore lointain dans l'imaginaire collectif. Lorsqu'un habitant de São Paulo songe à partir à l'étranger, il visualise plus volontiers New York que Luanda ou Dakar. Et lorsqu'une personne à Lagos rêve d'un voyage international, elle pense bien plus souvent à Londres qu'à Buenos Aires. Certaines régions du globe demeurent presque hors radar en matière de trafic aérien. Les zones polaires, comme l'Arctique ou l'Antarctique, ne voient pratiquement aucun vol commercial. Les avions s'y limitent aux stations de recherche ou à quelques itinéraires très spécifiques du Nord. Dans le Pacifique, particulièrement dans sa partie méridionale entre certaines îles de la Polynésie française, les liaisons restent rares et parfois déroutantes. Même en Amérique du Sud, le transport aérien contourne largement les vastes régions amazoniennes du Brésil et du Pérou. Peut-être la situation évoluera-t-elle un jour, mais jusqu'à présent, l'Atlantique Nord s'apparente à une autoroute animée, tandis que ces zones méridionales ressemblent encore à des sentiers tranquilles.